bonjour, bonjour à tout le monde. Je vais essayer de tenir à peu près 5 minutes avec le nez, puis après je serai obligé de l'enlever parce que c'est vraiment pas facile de parler avec. Donc, je suis Bruno Montel. Vous voyez, le M c'est dur, hein. Montel, voilà. Je suis cofondateur et animateur d'une association qui s'appelle Pays Salonnais en Transition, dont je vais vous parler, qui fait partie d'un mouvement beaucoup plus large, qui est le mouvement des villes et territoires en transition. Et également, nous travaillons actuellement au déploiement d'une monnaie locale. Donc, je vais vous parler aussi de ce qu'est une monnaie locale, euh, donc sur la ville de Salon de Provence et également sur le Vaucluse. Juste avant qu'on démarre, je voulais vous poser en fait quelques questions, parce que je vois que vous êtes venus nombreux. D'ailleurs, déjà, je vous remercie. Alors, je vous remercie d'être venus nombreux, mais surtout d'avoir pris le risque de venir sans savoir si vous seriez nombreux. C'est ça qui est difficile en général, c'est de se retrouver seul dans la salle. Donc, c'est pas le cas, tant mieux. Euh, Combien de personnes ici présentes pensent que le système actuel atteint ses limites et si la branche sur laquelle il est installé? Bon, voilà, on commence bien. En même, ouais, non, mais voilà. Donc, on ne sait jamais s'il y avait comme disait BRM, s'il y avait des gens, des rencontres économiques. Comme ça, on les aurait repérés tout de suite. Combien de personnes ici présentes pensent que les solutions à cette impasse viendront des politiques et des financiers ou de ceux qui veulent les remplacer? D'accord. Vous faites vachement confiance à la politique et la finance actuelle, hein. Combien de personnes ici présentes, c'est la dernière question, pensent que leurs actions peuvent changer le monde? Leurs actions personnelles ou collectives? Super. Bah, écoutez, on va faire comme un institut de sondage. Donc, vous êtes un échantillon représentatif de la population. Donc, nous sommes largement majoritaires. Je dirais même que c'est quasi l'unanimité. Donc, c'est parfait. La bonne nouvelle, c'est qu'on est de plus en plus nombreux à penser ça. Et ça a démarré, en fait, ce mouvement-là, en tout cas à travers les villes en transition, il y a une dizaine d'années, en Angleterre. C'est une ville qui s'appelle Totnes qui s'est déclarée la première donc ville en transition. Et je vais vous raconter un petit peu cette histoire. Depuis, ça a essaimé, il y a énormément de mouvements. On va parler plus généralement de mouvements citoyens. Et ce qui est intéressant dans cette approche, c'est de voir qu'on n'attend pas que ce soit euh, le politique, l'organisation politique, l'organisation économique, financière qui réagissent, mais ça vient bien de chacun d'entre nous. C'est en nous, c'est le changement qui s'opère à l'intérieur de nous et qui ensuite se transforme en changement de société. Voilà, donc ça fait référence bien entendu à la phrase de Gandhi, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Ça démarre par ça, ça démarre par chacun d'entre nous. Est-ce que vous pensez que cette solution comment dire, cette vision de l'action individuelle a un sens? Enfin, je veux dire, est-ce que pour vous, ça a quelque chose ça parle de dire, ça vient de moi d'abord pour changer ensuite? Ok, ok, on pourra en débattre tout à l'heure. Je vais l'enlever, hein. Mais je suis toujours parmi vous. Merci. Donc on a démarré, enfin le mouvement des villes en transition a démarré il y a. Alors on va faire un petit réglage son. Peut-être que. Est-ce que c'est. Vous entendez pas ou. Tout à l'heure, le nez me gênait un petit peu pour bien présenter le micro. Ok. Bon, cette fois, on est réglé. Vous voulez que je reprenne depuis le début ou ça? Ok. Bien, donc le mouvement des villes en transition, c'est un mouvement qui a démarré il y a une dizaine d'années donc à Totnes, qui est une ville de l'Angleterre. Et pour parler de ce mouvement, bon, on va d'abord parler d'un sujet qui est un petit peu plombant, mais je vous promets que je ne vais pas y rester très longtemps. C'est donc le sujet du pic pétrolier. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'appuie sur cette évidence. En tout cas, pour certains, c'est une évidence. Mais si vous en parlez autour de vous, vous allez voir qu'il y a une grosse inconnue là-dessus de la plupart
la plupart des personnes, des citoyens, tout simplement, c'est que tout le monde ignore ou je dirais, n'a pas d'informations sur ce sujet-là. Et donc, c'est un sujet qui nous impacte tous directement, puisque on a passé ce pic, ce fameux pic de production du pétrole en 2006. En tout cas, c'est ce que nous dit l'Agence internationale de l'énergie. Et aujourd'hui, on va inéluctablement vers la fin du pétrole. Alors peut-être que parmi vous, vu le petit sondage de tout à l'heure, c'est tout à fait ancré, acté, et que vous en êtes déjà tout à fait convaincu. Mais là, pour le coup, il y a du boulot pour sensibiliser sur ce sujet-là. Donc, ce point qui est essentiel. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on nous dit qu'il y a environ 45 ans de réserve de pétrole, donc il n'y a pas à s'inquiéter. Bon, déjà, 45 ans, c'est pas un temps très très long, hein, ça passe quand même assez vite. Et puis, ça, c'est ce qui est caché dans cette phrase, c'est qu'on nous dit qu'on va avoir un niveau de consommation égal pendant 45 ans. C'est-à-dire qu'on dit qu'il y a 45 ans de consommation actuelle. Bon, ce qui déjà n'a aucun sens, puisque la consommation va forcément augmenter avec l'accroissement de la population et l'accès des pays comme l'Inde et la Chine donc à un mode de vie plus consommateur. Et puis, en parallèle de ça, les découvertes, il n'y a plus de découvertes en fait, les découvertes de champs pétrolifères n'existent plus aujourd'hui. Et donc, la production va baisser. Donc, en fait, le problème qui va se présenter à nous, c'est un problème qui arrive là, qui est tout proche, qui va être de devoir s'adapter à un mode de consommation plus faible, donc baisser notre consommation d'énergie et changer profondément nos modes de vie, puisque aujourd'hui tout est dépendant, et que ce soit l'alimentation, la médecine, les loisirs, enfin toute la société, les transports bien évidemment, tout est dépendant du pétrole. Pour appuyer ça, je vous citais simplement 2 phrases. On va faire un petit jeu de devinette. Il y a quelqu'un qui a dit il faudrait que le monde ajoute l'équivalent de 4 Arabies Saoudites ou de 10 mers du Nord dans les 10 prochaines années. La phrase date d'à peu près 2010, hein, rien que pour maintenir l'offre à son niveau actuel. Est-ce que vous avez une petite idée de qui aurait pu prononcer une phrase comme ça? Une suggestion? En fait, c'est le patron de Shell. Donc, vous voyez, même les compagnies pétrolières sont parfaitement au courant. Et donc, monsieur de Margerie, qui est décédé depuis, lui, il a dit, c'est une vidéo qu'on trouve sur Internet, hein, sur YouTube, c'est pas dans 30 ans que ça va manquer. Ce qu'il faut faire, c'est trouver de nouvelles énergies et garder le pétrole pour les transports. Il a dit ça dans les années 2008-2010. On est déjà largement dans cette situation-là. Donc ça, c'est dans un film qui s'appelle La fin du pétrole, qui est un film de Yann Arthus Bertrand, que vous trouvez facilement sur Internet. Donc je vous parle de ça parce que à un moment, il y a une prise de conscience qui s'opère. Et quand on comprend individuellement qu'on va passer qu'on va vers cette situation, on va passer ce cap de devoir se passer de ce précieux sésame, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer autour de nous. Alors, la première réaction, c'est une réaction de peur, en général. Et puis, on se dit, ouais, mais bon, ils vont nous trouver des solutions. Enfin, c'est évident. On ne peut pas brusquement tout arrêter. Il va se passer quelque chose. Il y a un miracle qui va se passer, un miracle technologique. Et puis, on fait confiance à nos économistes et à nos politiques pour trouver une solution à ça. Vu le petit sondage de tout à l'heure, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Mais bon, peut-être que je me trompe. Donc, c'est pas une situation très facile à appréhender, et je dirais cette réaction de peur, elle est légitime, elle est normale. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe après, c'est-à-dire que transformer cette réaction en finalement une véritable opportunité de se dire, finalement, c'est certainement l'occasion de se réapproprier nos modes de vie, de repenser notre relation à la société, nos relations entre nous, le lien qu'il peut y avoir dans une ville, dans un village, pour faire en sorte de construire finalement une communauté. Alors je dis communauté, je fais attention aux mots que j'emploie, hein. Communauté, c'est pas au sens communautarisme, c'est communauté vivant sur un territoire. De construire une communauté plus résiliente. La résilience,
c'est la capacité de faire face à un choc et de pouvoir finalement continuer peut-être mieux que ce qui se passait avant. Voilà. Donc finalement, l'idée générale, enfin l'idée de base de Ville en transition, ça a été de se dire, on va tous être concernés, on est tous impliqués dans cette situation. Donc on peut en parler autour de nous parce que personne ne peut dire qu'il ne va pas être atteint par cette situation. Et au bout du compte, prenons cette espèce de tsunami qui nous attend comme une opportunité de repenser notre mode de fonctionnement et de reconstruire finalement nos modes de vie, nos sociétés, vers quelque chose qui va être plus local. Donc reconstruire une relocalisation de la société. Quelque chose qui va être plus proche du citoyen, plus démocratique et aussi plus en acte, pas seulement attendre que finalement tout vienne du maire, du département, de la région, du pays, etc. Qu'est-ce que je fais pour que ça change? C'est que la question que chacun d'entre nous doit se poser. On passe d'un mode de fonctionnement qui dit j'ai conscience que ça ne va pas, il faut que ça change et il faut qu'on m'apporte des solutions, à l'étape suivante dans le changement, c'est qu'est-ce que je fais pour que ça change. Voilà. En quoi je deviens acteur. Et cette prise de conscience et ce passage à l'acte, je dirais, devient un formidable moteur, surtout quand on se rend compte que on n'est pas tout seul. Voilà. Donc on l'a vu tout à l'heure, hein, on n'est pas tout seul à penser que individuellement et collectivement, nos actions peuvent changer le cours des choses. On n'est pas désabusé, on est acteur et on a tous envie finalement que ça se passe. Et quand on commence à se rendre compte de ça, on obtient, je dirais, une puissance et un enthousiasme qui est très communicatif. Donc ces mouvements, les mouvements citoyens en général, que ce soit Alternativa, Colibri, les villes en transition, la transition citoyenne, j'en passe, il y en a énormément, ça se développe de plus en plus, ont tous ce postulat, si vous voulez, d'action positive. Construisons quelque chose ensemble, et c'est finalement plus enthousiasmant de construire quelque chose ensemble que de détruire le monde dans lequel on est. On peut faire des actions de manifestation, de contestation, et bien entendu c'est utile puisqu'il faut montrer que il faut changer les choses, il faut montrer qu'on est puissant, il faut montrer qu'on existe, qu'on est nombreux. Donc allons-y. Mais bon, voilà, passer du stade, je vais manifester le point levé, puis après je rentre chez moi, j'allume la télé et puis je continue de me faire laver le cerveau, à quelque chose qui est j'ai envie d'agir et qu'est-ce que je peux faire finalement à mon niveau, au niveau de mon village, de ma ville, pour que ça change. Voilà. Donc c'est parti de ça. Les outils réseaux sociaux, Internet, etc. sont fabuleux, ce qui fait que toutes ces idées-là se sont diffusées de façon très rapide partout dans le monde. Et ce mouvement dont je vous parle, qui s'appelle les villes en transition, a pu essaimer grâce à un bouquin qui a été écrit par son fondateur, Rob Hopkins, qui est donc de la dépendance au pétrole à la résilience locale. Et c'était intéressant parce qu'il ne donnait pas finalement une recette en disant point A, vous faites ça, point B, vous faites ça. Finalement, c'est un formidable moyen de susciter l'envie de passer à l'action. Voilà. Donc, je vous conseille, bien entendu, de lire ce livre. Il y a aussi des films, hein, pour ceux qui préfèrent les films. Il y a des vidéos, In Transition 1 and 2. Donc, il y a 2 films. Et vous pourrez les voir aussi, ça résume bien la situation. Donc, qu'est-ce qui est dit là-dedans? Il est dit que la solution, une fois qu'on a pris conscience, donc c'est la première partie, ça se passe là, c'est la tête, hein, quand on a réfléchi à la situation. La deuxième partie, elle se passe ici, donc c'est comment j'intègre dans mon fort intérieur que l'action doit venir de moi. Comment je passe de « il faut que ça change » à « qu'est-ce que je fais pour que ça change ?» Et puis, la troisième partie, c'est l'âge de fer, F-A-I-R-E, selon le journal d'Alain Duez, que vous connaissez peut-être. C'est on passe par les mains. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Et pour passer par les mains,
Ça passe par un certain nombre d'actions, mais je dirais les actions, elles viennent du groupe. C'est-à-dire que chaque territoire imagine ce qu'il peut faire pour créer finalement cette résilience, pour consommer moins d'énergie, pour être un peu plus autonome dans la production alimentaire, dans la production énergétique, pour faciliter les déplacements propres. Voilà, pour peut-être aussi recréer du lien social, faire en sorte que les gens se parlent un peu plus. Voyez. Donc, la force de ce mouvement, c'est que ce n'est pas une solution unique. Ce n'est pas de Totnes à Salon de Provence, en passant par l'Amérique du Nord et l'Asie, tout le monde fait la même chose. Non. Ça, je peux vous garantir qu'il y en a qui ont essayé, ça ne marche pas. Par contre, se réunir dans un petit groupe de personnes, dire nous, on va créer ce mouvement-là sur place, et puis quels sont nos atouts, quelles sont nos envies, qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on a envie de proposer autour de nous pour que ça fonctionne. C'est très enthousiasmant, et donc ça suscite l'adhésion finalement. Donc on a démarré en ce qui concerne Salon de Provence. Je vais vous parler de Salon de Provence, qui est, vous savez, la ville dont Aix est la banlieue proche. C'est à peu près à 30 km d'ici. Parce que j'ai contribué en tant que cofondateur à créer ce mouvement-là. Ça passe d'abord par quelques réunions, bien entendu, de sensibilisation. On a mis en place un café transition qui permet aux gens de se réunir une fois par mois, puis d'aborder différents sujets avec des intervenants, donc qui expliquent comment faire de l'écohabitat, comment faire de la permaculture, comment je sais pas, se déplacer sans voiture, par exemple, ce genre de choses. Et on se rend compte qu'à chaque fois, les gens qui viennent, il y a toujours 2-3 personnes de plus. Vous voyez, c'est pas toujours les mêmes et les ultra convaincus qui viennent. On a quelques personnes qui viennent en plus et qui finalement trouvent que c'est intéressant et qui eux-mêmes proposent des solutions. Donc on a étendu comme ça ce mouvement. Et puis on s'est dit tiens, on va créer un groupe qui va proposer des jardins collectifs. Et ça a été une aventure vraiment fabuleuse parce que créer un jardin collectif, c'est se mettre ensemble à revenir au lien à la terre. Se mettre ensemble pour mettre les mains dans la terre, faire pousser des légumes, des plantes, et puis voir que ça marche et partager ensemble après ce qu'on a réussi à obtenir. Bon, ça fait chaud au cœur, quoi. Donc ce groupe, c'est un groupe qui s'est développé et qui anime plusieurs jardins collectifs. Et bon, c'est difficile parce que forcément, il y a des gens qui viennent, il y en a d'autres qui partent, il faut former les nouveaux, etc., etc. Mais bon, ça c'est la vie, quoi, hein, c'est normal. Beaucoup d'enthousiasme autour de ça. Et puis ensuite, on s'est dit, on va parler d'anti-gaspi. Alors pourquoi l'anti-gaspi? Là aussi, c'est un sujet qui concerne tout le monde finalement. Expliquer que la première ressource qui est à notre disposition, c'est d'abord l'énergie qu'on ne va pas gaspiller. C'est l'eau qu'on ne va pas gaspiller. C'est les objets qu'on ne va pas jeter. C'est les déchets qu'on ne va pas produire, qui peuvent se transformer en ressources. D'accord? Donc, quand les déchets se transforment en ressources, on appelle ça l'économie circulaire. On essaye de faire en sorte d'utiliser les déchets des uns pour servir je dirais de matière première pour la production des autres. Ça marche très bien au niveau industriel, hein. Il y a des gens qui sont déjà très avancés sur ce sujet-là. Donc on a fait une grande journée anti-gaspi, puis une deuxième grande journée anti-gaspi en plein centre-ville. Et là, il y a des gens qui sont venus qui ne connaissaient pas du tout ces mouvements qui étaient à l'opposé de tout ça. Mais simplement, ils venaient en se disant tiens, c'est intéressant, c'est du bon sens finalement, hein. On parle simplement de ne pas gaspiller. Je dirais presque, c'est ce que nos parents ont essayé de nous apprendre et puis on ne le faisait pas toujours. Donc finalement, on a comme ça réussi à intéresser de plus en plus de monde et c'est des gens qui ensuite se mettent en action. Voilà. Et puis on a créé aussi un festival de cinéma qui s'appelle Terre et Avenir, parce que le cinéma, c'est un média, c'est peut-être le média, je ne sais pas, en tout cas moi j'en suis convaincu, qui parle le plus aux gens qui ne sont pas convaincus.
Parce que toute la difficulté de ces mouvements qu'on est en train d'animer, de faire naître, de faire grossir, c'est qu'à chaque fois, on retrouve les mêmes personnes. Et c'est bien, on est content de les voir. On est content qu'ils soient là. Mais ça suffit pas. Il faut qu'on soit de plus en plus nombreux. Donc, moi, je fais souvent l'analogie de la piscine. Donc, ce qui est intéressant, c'est pas celui qui est dans le bassin, c'est ceux qui sont autour qui hésitent à plonger. Et puis quand on arrive à, vous savez, quand on est gamin, puis bon, quand on est gamin en général, on saute rapidement dans la piscine. Mais quand on est un petit peu plus vieux, on hésite. Est-ce qu'elle est chaude? Est-ce qu'elle est froide? Est-ce que je vais pas me décoiffer, etc. Bon, non, mais il faut y aller, quoi. Voilà, faut plus hésiter, faut plonger. Et donc quand on arrive à amener des gens qui sont au bord de la piscine, par exemple parce qu'ils ont vu un film qui les a enthousiasmés, à se dire ah bah tiens, ça m'intéresse. Et puis du coup, je vais y aller. Et ils s'intéressent et ils font. Voilà. Donc ça marche bien. On a fait 2 éditions déjà. Et la dernière actualité de ce mouvement, c'est donc la roue, la monnaie locale. Donc est-ce que certains d'entre vous ont déjà manipulé une monnaie locale, utilisé une monnaie locale, une monnaie alternative à l'euro? Ah oui, c'est pas mal ça. Ça, c'est intéressant. Parce qu'on voit que même parmi les convaincus que nous sommes tous ici aujourd'hui, bah, finalement, c'est un sujet qui n'est pas encore tout à fait connu, répandu. Je vais vous faire confiance. Je vais vous montrer des roues. Voilà, donc je vous demande juste de me les rendre à la fin. Daniel, si tu veux bien les faire circuler. Voilà à quoi ça ressemble une monnaie locale. Donc, l'idée, c'est quoi d'une monnaie locale? C'est de dire, créons un moyen de relocaliser notre économie, de faire en sorte qu'un commerçant, par exemple, plutôt que de se servir à l'étranger ou à 500 km, commence par aller chercher des ressources, des fournitures sur son territoire. Et celui qui va lui vendre ses fournitures, ses ressources, va lui-même, ou un artisan peut-être qui va faire des travaux, va lui-même utiliser la même monnaie. Donc on fait une circulation, et cette monnaie va servir pour acheter peut-être, je ne sais pas, sa baguette de pain ou son journal ou aller chez le coiffeur, ou, enfin bon, etc., etc. Et ces services-là vont eux-mêmes utiliser la monnaie locale pour aller faire leurs emplettes ou pour faire leurs achats de fournitures. Donc on crée une circulation. Voilà, on crée une circulation. En fait, ce qu'on crée, c'est un fluide d'énergie. Est-ce que vous savez, lorsque vous utilisez vos billets euros, est-ce que vous savez ce qu'ils deviennent quand vous allez payer à la caisse d'un supermarché, par exemple, avec vos euros? Bon, ils vont immédiatement à la banque. D'accord? La banque stocke tout ça. Après, on voit ce que ça donne par endroit. Hein. Des fois, les banques sont fermées. On ne peut plus retirer. D'ailleurs, si on décidait de tous retirer notre argent en même temps, ce qui se passe malheureusement aujourd'hui en Grèce, vous voyez que ça pose problème. Et puis, on dit non, c'est pas possible. C'est pas possible parce que tout simplement, cet argent n'est plus disponible. D'accord? Cet argent sert sur les marchés financiers, sert à la spéculation, avec tous les travers que vous connaissez et que vous imaginez. Il n'y a pas de circulation, ça ne sert pas à l'économie locale. D'accord? Donc, avec une monnaie locale, on sert l'économie locale. Ça sert à ça. On dit que à peu près 10-15% de la masse monétaire en circulation est visible sous forme de billets. Je ne sais pas si vous aviez cette information-là. C'est-à-dire que qui crée l'argent? Qui crée l'argent? Ce n'est pas la Banque centrale. Mais non. Ça, c'est ce qu'on croit, c'est ce qu'on veut nous faire croire. L'argent que vous voyez circuler, ça représente 10 ou 15% de la masse monétaire maximum. La vraie masse monétaire, elle est sous forme de lignes informatiques dans les serveurs. Ce n'est pas plus que ça. C'est votre banque, quand vous allez demander un crédit, qui va créer une ligne et qui va dire vous êtes maintenant redevable de 5 000, 10 000 euros ou plus, dans des investissements plus lourds. Mais cet argent n'existe pas. Cet argent est simplement créé par la banque. Voilà. On peut s'interroger après sur le sens de la dette et sur le sens de l'annulation d'une dette, par exemple. Et ce qui est sûr, c'est que cet argent ne sert en rien l'économie locale, puisque tout votre travail, tout ce que vous allez produire pour gagner de l'argent, va servir à rembourser cette ligne informatique qu'on vous a imputée.
voyez bien que le système est pas sain, quoi, en quelque sorte. En plus, il faut rembourser plus que ce qu'on a pris. Donc, comment faire en sorte de relocaliser cette économie, de faire en sorte que ça circule sur un territoire qui est un territoire restreint? Et bien, le meilleur moyen, c'est de créer une monnaie locale. C'est tout à fait légal, bien entendu. Donc, on a le droit en France de créer une monnaie locale. Il y a environ une vingtaine, une trentaine de monnaies qui existent actuellement en France. Il y en a qui sont très dynamiques, hein. Vous avez l'Eusco dans le Pays Basque, qui est la monnaie locale la plus utilisée. Il y a à peu près, je sais pas, peut-être 5%, salut, 5% de la population qui utilise cette monnaie. Donc c'est déjà énorme. Donc c'est un moyen tout à fait légal. Comment ça fonctionne? Une roue égale 1 euro. D'accord? Donc jusque-là, c'est pas très compliqué. Les commerçants adhèrent à une association. Donc on a créé une association qui s'appelle Monnaie en Pays Salonnais. Et en adhérant à cette association, ils se reconnaissent, enfin en tout cas, ils adhèrent également à une charte éthique. Et là, on est dans un domaine qui est extrêmement important, puisque dans cette charte éthique, on met en avant des valeurs d'environnement, de respect de la terre, on va dire plus largement, de respect de l'humain, de remettre l'économie au service de l'homme et non pas l'homme au service de l'économie, ce qu'on fait actuellement. Voilà. Et puis de respect du territoire, des valeurs du territoire, alors du terroir, du territoire, de ce qui fait que ce territoire est vivant. Voilà, donc le commerçant qui se reconnaît dans ces valeurs-là va adhérer à la monnaie locale et va faire en sorte de pouvoir accepter cette monnaie. Alors comptablement, c'est extrêmement simple, hein. Dans sa caisse, il a des euros et des roues. Bon, voilà, c'est pas difficile. Et puis lui-même va pouvoir utiliser cette roue pour payer des fournisseurs ou ses besoins d'achat personnels. Et puis sinon, on peut aussi faire un échange de roues contre euros s'ils en ont trop et que les échéances légales comme URSSAF ou TVA doivent être assurées. Parce que, bon, évidemment, le but n'est pas de bloquer la trésorerie du commerçant qui a déjà du mal à s'en sortir. Donc, ça fonctionne très bien, ça fonctionne comme ça, c'est simple. Voilà. En tant que particulier, aujourd'hui, pour les gens qui sont sur un territoire qui va du Vaucluse à Marseille, en passant par un petit peu Aix-en-Provence, il y a quelques commerces, mais également Rognes, Lambesc, Salon et tous les villages autour, il suffit simplement de dire j'adhère à cette association et je vais chercher des roues. On va chercher des roues dans un bureau de change et ça y est, on est utilisateur de la roue. Et ce qui est intéressant, c'est que on devient tous promoteurs de cette idée et ambassadeurs de cette idée. Et le premier intérêt d'une monnaie locale, c'est le lien qui se crée entre les gens, entre les particuliers et les commerçants, entre les particuliers entre eux, qui vont en parler lors d'un repas, par exemple, entre amis. Tiens, tu sais, moi, j'ai vu ce truc-là, c'est super, etc. Ils en parlent, blablabla, et puis du coup, l'autre est intéressé, et ça circule comme ça. Voilà, donc c'est aussi cette notion de partage, d'envie de faire adhérer quelqu'un à nos idées, etc., qui fait que ça crée de l'enthousiasme. Et je reviens, parce que je pense qu'on n'est pas loin de la fin du temps, non? Ça va? On est OK? Bon, ça va. OK. Je reviens vraiment sur le thème de départ qui est 3500 territoires dans le monde mobilisent les citoyens pour réenchanter leur futur. C'est vraiment une mobilisation, mais c'est une mobilisation sur quelque chose, sur une vision positive. Et on en a bien besoin, tout simplement. Donc, c'est toujours facile, enfin je dis c'est toujours facile. On sait tous que c'est pas si facile que ça, mais c'est toujours facile de gueuler, quoi. C'est toujours facile d'aller manifester, d'aller se bouger, et puis de dire on veut plus de lui, on veut pas de ça, etc. Détruire ce qui est construit, c'est un travail de longue haleine, mais en tout cas, on est plus révolté que constructeur finalement. Donc, je vous pose la question, on pourra en débattre après. Est-ce que vous avez déjà pensé à transformer cette énergie de révolte en une énergie positive qui vous permet d'agir, qui vous permet de dire j'ai envie de m'associer dans une association, j'ai envie de faire en sorte que mon environnement change, que mes enfants
et un monde meilleur. Qu'un jour, ils ne me disent pas, tu savais, mais tu n'as rien fait. Et ouais, parce que c'est ça qui va nous arriver si on ne fait rien. Et puis, l'envie de se dire, j'en ai marre qu'on m'enlève tout ce qui tout ce qui devrait être encore à moi. Mais je ne parle pas de bien matériel, là. Je parle de choix. De faire le choix de ce qu'on mange. Est-ce que vous avez le choix de ce que vous mangez? C'est pas si évident que ça. C'est pas si évident de dire je veux que des produits sains, locaux, bio éventuellement. Bon, moi je suis plutôt bio, mais je ne veux pas l'imposer dans, dans le débat. De boire de l'eau propre et si possible gratuite. Est-ce que vous croyez que tout le monde a cette capacité-là de choix? Finalement, on est peut-être un petit peu privilégié. Disons-nous juste qu'on est un petit peu privilégié de pouvoir faire ces choix-là. Et surtout de pouvoir les tenir dans le temps. Et c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. C'est pareil pour la médecine. Est-ce qu'on a le choix de la médecine? Est-ce qu'on peut se soigner vraiment comme on veut? Ah, pas cher, évidemment. D'accord, on peut toujours mettre des milliers d'euros, mais bon, quand on veut la médecine quotidienne et faire en sorte que on puisse se soigner par, je sais pas, la naturopathie, l'homéopathie, etc. Bon, l'homéopathie, ça va, mais les autres, c'est tout de suite un petit peu regarder avec un regard un peu suspicieux. Est-ce que ça marche vraiment finalement? Ben, je vous invite à essayer, et vous aurez la réponse. L'éducation. Donc l'éducation, c'est un énorme sujet, c'est un énorme enjeu. Il y a un conférencier qui s'appelle Philippe Weber qui dit quand on, mais c'est pas le seul, hein, je pense à lui, mais il y en a d'autres qui le disent, quand on aura résolu le problème de l'éducation, on aura tout résolu. Franchement, c'est le sujet central. Est-ce qu'aujourd'hui, on éduque bien nos enfants, nos jeunes, pour qu'ils puissent avoir une liberté de penser, pour qu'ils ne soient pas formatés dans un schéma où on leur dit il faut aller au supermarché consommer, il faut faire tourner l'économie comme ça parce qu'il n'y a que comme ça que ça peut fonctionner, il faut de la croissance parce qu'il n'y a que la croissance qui peut faire que tu vas travailler demain, etc. etc. Est-ce qu'on leur donne le choix de pouvoir penser autrement? Non. Là, je pense que on peut en débattre aussi, mais enfin, moi, je suis convaincu que non. Ouvrons un petit peu nos écoles au mode de fonctionnement alternatif que sont Steiner, Montessori, Freinet, par exemple, qui amènent les jeunes à faire en sorte que ça vienne d'eux, que ça jaillisse. Hein. La phrase de Maria Montessori, c'est l'enfant n'est pas un vase qu'on remplit, mais une source qu'on laisse jaillir. C'est fabuleux. Enfin, cette image, elle est merveilleuse, quoi. Voilà. Donc, l'éducation, c'est vraiment l'enjeu principal, quoi. La recherche également. La recherche est complètement enfermée dans des lobbies. Et regardez par exemple un homme comme Gilles-Éric Serralini qui a essayé de faire une recherche réellement indépendante. Je dis qu'il a essayé, on peut même dire qu'il y est parvenu, heureusement, mais à quel prix? Enfin, ça a été très difficile. Donc, on a enfermé tout ça. On a enfermé tout ça et on en est dépossédé. Le message, c'est est-ce qu'on peut se le réapproprier? Finalement, est-ce qu'on peut reprendre le pouvoir sur ces éléments-là? Reprenons le pouvoir. Quand on crée une monnaie locale, on a le pouvoir non seulement de choisir où on va dépenser l'argent, de choisir d'aider éventuellement des jeunes à s'installer, d'aider des artisans à développer une nouvelle activité, peut-être plus en lien sur le territoire, avec l'écologie, etc. Mais on a aussi le pouvoir de définir les règles. Ah, comment il fait ça? Ben oui, on fait partie d'une association. L'association, elle est libre de ses choix. Il y a une assemblée générale, il y a un bureau, bon, il y a un processus entre guillemets démocratique qui fait que les choix sont faits. Mais si on dit demain, on décide de mettre en œuvre une clause technique, par exemple, dans la monnaie qui fait que on va donner plus de pouvoir d'achat.
Voilà. On va faire en sorte que quelqu'un qui vient échanger 20 roues, là, mes roues qui circulent, j'espère qu'elles ne sont pas dans une poche. Voilà, et ben, il vient pour échanger 20 roues, il me donne 20 euros, je lui donne 22 roues. On en a tous rêvé quand même à ça, hein, à la banque, de recevoir plus que ce on vient chercher. Ça serait quand même fabuleux. Mais si on décide de le faire, c'est pas compliqué, on peut le faire. Il y a des monnaies locales qui le font. Voilà. Donc c'est ça que j'appelle reprendre le pouvoir. À un moment, le pouvoir, il est dans la main du citoyen, dans la main de celui qui décide de se mettre en action et d'agir, individuellement et en groupe. Voilà. Pareil pour, on veut faire un jardin, ben on fait un jardin, et puis on va manger avec notre propre production. Qu'est-ce qui nous en empêche? Il y a des endroits où on n'a pas le droit, parce que ça nuit à l'économie. Bah oui, forcément, plus on s'autonomise et plus on reprend le pouvoir, et plus on s'affranchit du pouvoir en place, quoi. C'est évident. Donc, c'est pas toujours. Enfin, il y a des endroits dans le monde où c'est plus difficile à faire qu'en France. Voilà. Donc, je pense que sur cet aspect des villes en transition, bon, je répondrai à vos questions, bien évidemment. Je voulais aussi vous parler, puisqu'il me reste quelques minutes, de ce qui s'est passé, avec Alternativa. On parle beaucoup de changement climatique, et notamment plus exactement de la COP 21 qui va se tenir à la fin de l'année en France, à Paris. Bon, c'est à Paris, donc comme on est très en France, on est très centré sur ce qui se passe chez nous. Forcément, on en parle plus que quand c'était au Danemark ou à Lima, au Pérou ou ailleurs. Bon. Mais bon, finalement, c'est la même conférence que ce qui s'est déjà passé. Et je ne suis pas certain qu'on ait vraiment des résultats beaucoup plus avancés que ce qui s'est déjà produit. Bon. On peut espérer qu'il y ait une mobilisation plus forte. Ça a l'air de vouloir se passer. Mais bon, les engagements n'engagent que ceux qui les écoutent. Hein, donc, je ne suis pas certain qu'il y ait vraiment des changements qui se passent à partir de ça. Par contre, l'effet positif de ça, c'est de se dire, finalement, l'avantage, c'est qu'on en parle. Voilà, et qu'on peut amener éventuellement des gens à agir. Bon, il y a un mouvement, je dirais, identique au moins en idée aux villes en transition, qui s'appelle Alternativa. Il y en a plusieurs. Hein, il y a les Colibris également. Il y a le mouvement pour une transition citoyenne, en fait, qui fédère un petit peu tout ça, qui a démarré il y a 2 ans, grosso modo. Alternativa, ça a démarré en 2012, 2013 à peu près. Eux, ils ont dit, pour attirer l'attention du grand public sur le sujet du climat, on va faire un tour de France à vélo. Alors, pas celui qui démarre demain, hein, mais un Tour de France qui est parti de France déjà, avec un vélo multiplace, 4 places. Et ils ont fait un parcours de 5600 km, donc bon courage à eux, hein, ils roulent tous les jours, pour faire des villes-étapes. Et donc à chaque fois qu'il y ait un événement qui se passe à l'arrivée du vélo. Je vous en parle parce qu'il y a quelques jours, ils étaient présents dans notre région. Donc pour ceux qui ont suivi ça, ils étaient présents, ils sont arrivés à Arles, Martigues, Marseille, Aix, Cavaillon, Loris, Avignon, puis voilà, puis maintenant ils continuent leur route. Et puis à chaque fois, il y a eu effectivement une population qui est venue, des conférences, des concerts, voilà. Un côté festif, hein, c'est important de montrer que c'est enthousiasmant. Et donc, forcément, vous savez, dans le Sud, on se distingue. Et donc, notre cher maire de Marseille, Monsieur Gaudin, lui a décidé qu'il ne fallait pas qu'il y ait Alternativa dans sa ville. Bon, c'est la seule ville de France où on a eu une interdiction. Voilà. Donc, bon, on ne va pas en tirer de conséquences, de conclusions hâtives sur un plan politique, mais bon, est-ce que ça a du sens? Moi, je le remercie parce que finalement, on va peut-être plus parler de ça que s'il n'y avait pas eu cette interdiction. Donc finalement, il y a peut-être un petit côté positif à tout ça. Mais bon, c'est complètement incroyable qu'on dise on interdit à des gens qui ont envie de manifester dans le calme, dans la joie, d'être positifs et d'attirer l'attention du grand public marseillais sur le climat, de dire non, non, vous n'avez pas le droit de venir chez moi, quoi. Voilà. Bon, petit côté révoltant à tout ça. Heureusement, ils ont continué leur route. Il y a une grande fête à Aix, c'était le
le 25. Et puis voilà, maintenant ça continue. Et l'arrivée est prévue le 26 septembre à Paris, avec un message qui doit être porté donc à la COP 21. Pour terminer, j'ai un t-shirt que vous avez tous vu, We Are the Change for Tomorrow. Ce t-shirt fait la promotion d'un film qui va sortir en fin d'année au moment de la COP 21, qui s'appelle Demain, point d'exclamation. C'est un film qui est réalisé par Cyril Dion des Colibris et Mélanie Laurent, et qui met donc en valeur, en évidence, toutes les solutions, enfin toutes, c'est pas exhaustif évidemment, mais grand nombre de solutions partout dans le monde, pour montrer que le mouvement, il est puissant, quoi. Il est partout. C'est vraiment une forêt qui pousse. Alors, ça fait pas forcément beaucoup de bruit aujourd'hui, mais une forêt qui pousse, eh ben, c'est un beau gage de présence d'arbres, de beaux arbres pour les générations futures. Voilà. Donc, je vous laisse avec cette pensée-là. Merci beaucoup.